Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, nous allons tenter de passer au peigne fin le discours du président de la République, Michel Joseph Martelly, prononcé à la tribune de l'ONU le vendredi 24 septembre. Donc, avec nous, le professeur Rony Desroches, pour tenter de jeter un coup de projecteur sur ce discours et parler du même coup des élections. Professeur Rony Desroches, bienvenue sur Métropole. Merci bien. Bonjour Georges Alain, bonjour aussi aux auditeurs et auditrices, téléspectateurs de Radio Télémétropole. Tout à fait, il faut rapidement rectifier. Vendredi, c'était 26 septembre 2014. Un discours prononcé par le président de la République, Michel Joseph Martelly. Il faut relever, comme l'a fait notre collaborateur Luc Nergaro, 3 grands moments dans ce discours. Tout d'abord, le président Michel Martelly s'est montré conscient de la marche du monde en évoquant les conflits, les crises qu'il y a dans certains pays, comme en Asie par exemple. Et puis après, le président a exposé la situation d'Haïti pour ensuite parler des élections qui représentent un problème avec la non-tenue de ces élections, 3 ans déjà. D'abord, professeur Desroches, le président a dit, parlant de l'ONU qui va avoir bientôt 70 ans, que cette organisation mondiale est le meilleur rempart face aux défis mondiaux. C'est correct ? Bon, je crois que tout le monde doit reconnaître l'utilité des Nations Unies, car aujourd'hui, surtout à un moment où il y a beaucoup de conflits dans le monde, eh bien, ce sont les casques bleus qui interviennent, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie ou ici en Haïti, qui est malheureusement le seul pays, n'est-ce pas, du continent américain où il y a une mission de la paix qui existe. Donc, c'est vraiment nécessaire d'avoir les Nations Unies. Et il faut voir les Nations Unies non pas seulement sur le plan militaire pour les questions de sécurité, mais il faut voir aussi le rôle important joué par les Nations Unies en cas de crise humanitaire. Et nous, ici en Haïti, nous sommes bien placés pour le dire quand nous avons eu le séisme et nous avons eu, n'est-ce pas, tout ce déploiement d'aide qui nous a enfin permis de nous relever et de repartir alors que le pays était vraiment à genoux après le séisme. Il y a toute l'intervention aussi des Nations Unies au niveau du développement avec des organisations comme le PNUD, au niveau de l'environnement avec aussi d'autres branches au service des enfants avec l'UNICEF, l'OMS et tout cela. Donc je crois que tout le monde doit reconnaître que c'est une organisation qui a son utilité dans le monde aujourd'hui. En votre qualité d'intellectuel, vous suivez que ce soit les assemblées générales de l'ONU, le Conseil de sécurité, tout ça. Parlant de l'Assemblée générale, est-ce la démarche classique pour un président, un chef d'État ou encore un chef de gouvernement de se montrer, lorsqu'ils prononcent leur discours, préoccupés par ce qui se passe dans le monde, comme l'a fait le président Michel Martelly et d'autres chefs d'État qui sont intervenus à la tribune? Bon, effectivement, je crois que la plupart des chefs d'État, avant de parler de leur pays, jettent un coup d'œil sur l'état de notre monde, qu'il s'agisse du président Obama qui a parlé de l'Ebola, n'est-ce pas, tout comme il a parlé également des conflits que nous avons au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Je pense que c'est normal que le président de la République d'Haïti aussi, il jette un coup d'œil et il donne son point de vue, n'est-ce pas, sur la situation du monde qui aujourd'hui est très préoccupante. Effectivement, nous avons des scènes de barbarie qui sont perpétrées dans certains pays, surtout par l'État islamique. Des innocents sont égorgés, sont tués,
et sous prétexte qu'ils sont français, anglais ou américains, sous prétexte qu'ils sont occidentaux, alors que personnellement, ils n'ont absolument rien à voir directement avec ces conflits. Ce sont des situations, effectivement, je crois, inacceptables et je pense qu'il est normal que l'on prenne les dispositions nécessaires pour mettre fin à ce genre d'actes qui sont intolérables aujourd'hui. Dans son discours à l'ONU, le président Michel Martelly, il a souligné les malentendus vieux, il l'a dit, d'un demi-siècle qui empoisonnent les relations entre la République dominicaine et Haïti. Mais d'aucuns s'attendaient à ce que le président allait profiter de cette tribune pour exposer la situation des centaines de milliers d'Haïtiens qui ont été dénationalisés par l'arrêt 168-13. Est-ce que c'était un moment propice pour le président d'exposer cette situation? Bon, je crois que la plupart des chefs d'État, quand ils sont à la tribune des Nations Unies, c'est l'occasion pour eux de défendre leur peuple, de défendre leur pays. Et s'il y a certains pays, n'est-ce pas, qui se sont montrés hostiles, n'est-ce pas, à la nation qu'ils représentent, de les fustiger, de les enfin condamner, etc. On a vu, n'est-ce pas, le chef d'État iranien le faire, d'autres chefs d'État également. Bon, je pense que le président Martelly est trop timide en ce qui concerne, n'est-ce pas, le sort des Dominicains d'origine haïtienne. Bon, on peut comprendre pourquoi il est tellement timide. Nous savons qu'il a été très soutenu par la République dominicaine lors de sa campagne électorale. Nous voyons tous les avantages qu'il donne, n'est-ce pas, aux firmes dominicaines en matière de construction, etc. Non, je pense qu'il est un peu trop timide et qu'il devrait se montrer beaucoup plus ferme en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'attitude de la République dominicaine par rapport à nos congénères, par rapport aux Haïtiens, parce que même s'ils réclament la nationalité dominicaine, même s'ils ont pris la nationalité dominicaine, mais étant donné qu'en Haïti, c'est n'est-ce pas, le ius sanguinis qui existe, il reste et demeure des Haïtiens, puisqu'ils sont de parents haïtiens, on doit les défendre. Et d'ailleurs, on a vu dans les journaux, même ici, qu'ils ont fait des manifestations réclamant qu'on leur donne leurs papiers. On se serait attendu aussi à ce que, ici en Haïti, on nous donne le résultat des démarches qui ont été entreprises pour donner des papiers, n'est-ce pas, aux Haïtiens, parce qu'ils réclament des papiers. Est-ce que ce processus avance? Combien on peut bénéficier de leurs papiers? On ne le sait pas. Je pense que de ce côté-là, la diplomatie haïtienne manque de nous informer parce qu'on peut le constater. La plupart des Haïtiens sont extrêmement préoccupés par cette situation. Ils se sentent eux-mêmes concernés, étant donné qu'il s'agit de congénères, il s'agit de concitoyens. Pendant qu'on y est, un an après cette décision, l'arrêt 168-13, est-ce que vous pensez que le gouvernement, l'État haïtien, comme le dit encore le collectif du 4 décembre, a mal géré ce dossier? Il fallait beaucoup plus de vigueur, de solidité, de constance? Oui, je pense qu'il fallait un petit peu plus d'agressivité par rapport à ce dossier. On a l'impression qu'il y a une attitude trop conciliante. Nous avons vu des chefs d'État de Saint-Vincent, par exemple, et de la Caraïbe, se lever pour protester contre cette situation. Je pense que nous autres Haïtiens, nous aurions dû être beaucoup plus fermes. Et on peut le faire parce que la République dominicaine, je viens de le rappeler il y a un instant, bénéficie sur le plan économique du marché haïtien. Il bénéficie non seulement au niveau de l'exportation des biens, mais aussi de l'exportation des services. Je pense particulièrement aux services de construction, n'est-ce pas? Donc, nous aurions pu faire valoir, en quelque sorte, le droit des Dominicains d'origine haïtienne à être respectés. Et ce n'est pas seulement d'aujourd'hui
que la République dominicaine bénéficie des services d'Haïti. Nous savons qu'à l'époque où l'économie dominicaine reposait sur le sucre, sur la canne à sucre, ce sont nos compatriotes qui, dans les batailles, n'est-ce pas, assuraient la prospérité de la République dominicaine, en tout cas de cette partie de leur production. Au moment où le tourisme, n'est-ce pas, se développe, nous savons également que dans beaucoup d'hôtels de la République dominicaine, nous trouvons des femmes de ménage d'origine haïtienne. Dans l'agriculture dominicaine, c'est la même chose. Dans la construction, c'est la même chose. Autrement dit, les Dominicains ont suffisamment profité de la main-d'œuvre haïtienne, de l'expertise haïtienne, n'est-ce pas, pour qu'aujourd'hui, nous puissions réclamer qu'ils aient un minimum de respect pour nos concitoyens. On revient au discours du président Michel Martelly à l'ONU. Le chef de l'État, il a abordé la question du choléra. Il est passé à pieds joints sur cette question et certaines personnes, certains observateurs pensent que c'était l'occasion, tout indiqué pour le président, d'accuser l'ONU, alors que le président lui-même a demandé à l'organisation de s'engager aux côtés de l'État haïtien pour pouvoir éradiquer l'épidémie de choléra. Est-ce que vous pensez, encore une fois, que le président était trop timide sur ce sujet? Bon, en ce qui concerne le choléra, je pense que ce n'est pas une question qui est autant d'actualité aujourd'hui que c'était le cas il y a à peu près 2 ans. N'est-ce pas? Nous avons eu depuis le chikungunya qui a secoué les gens, etc. Je sais que le secrétaire général des Nations Unies était venu en Haïti dernièrement, au cours de l'été. La question du choléra a été posée, etc. Il y a eu des efforts de leur part. Moi, personnellement, par rapport à la question du choléra, je sais que les Nations Unies ont une part de responsabilité, étant donné qu'il est absolument certain que les Népalais ont certainement contribué à apporter cette maladie ici en Haïti. Mais je crois que nous avons aussi notre part de responsabilité. Et pour moi, la part de responsabilité haïtienne, elle est plus grande encore que celle des Nations Unies, pour la bonne raison que ce qui protège un peuple du choléra, ce sont les conditions d'hygiène, ce sont les conditions d'assainissement, n'est-ce pas, qui existent dans ce pays. D'autres pays, comme la République dominicaine, il y a eu aussi, n'est-ce pas, à un moment de la durée, je pense que les bactéries du choléra sont allées aussi en République dominicaine. Il y a eu quelques cas, mais je pense que l'état sanitaire de la République dominicaine a évité que ceci ne se traduise, ne se transforme en catastrophe. Donc je pense que notre responsabilité de mettre, n'est-ce pas, des facilités pour maintenir un niveau d'hygiène aussi, c'est notre responsabilité. Je ne suis pas d'accord que l'on accuse tout le temps les autres. Il faut que nous puissions battre aussi notre coulpe et que nous disions c'est aussi notre faute si un mal de ce genre puisse se propager aussi rapidement chez nous et faire autant de mal. À la tribune de l'ONU, le président Martelly, exposant la situation d'Haïti, a déclaré que le peuple haïtien est à un tournant décisif dans sa longue marche vers la démocratie, le progrès, l'état de droit. Mais le président a reconnu du même coup que beaucoup reste à faire sur le plan socio-économique. Est-ce qu'au niveau de la société civile, c'est le même constat que vous faites? Bon, je dirais que nous aurions pu faire mieux. Nous aurions pu faire mieux. Et bon, en matière de démocratie, voici que depuis 1986, nous avons pris un tournant vers la démocratie. Il y a une transition vers la démocratie. Malheureusement, il y a eu beaucoup de problèmes dans la tenue des élections depuis 1986, des coups d'État ou bien des élections frauduleuses, etc. Et malheureusement, je ne crois pas que le président Martelly ait beaucoup aidé le processus démocratique. En effet, depuis 2011 qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a pas réalisé les élections. Naturellement, il dira que ce n'est pas sa faute, mais je crois qu'il a une très grande part de responsabilité.
parce qu'au lieu de faire des élections, par exemple pour les collectivités territoriales, il s'est amusé à nommer des agents exécutifs intérimaires, ce qui est quelque chose tout à fait en dehors de la Constitution. Ensuite, bon, moi j'ai des témoignages de gens à qui il a dit, écoutez, il n'y aura pas d'élection tout de suite, etc., etc. Bref, c'était quelque chose de voulu quelque part, je crois, chez lui. Donc il n'a pas aidé le processus et voilà qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation non seulement, je dirais, de confusion par rapport au processus démocratique, mais nous avons aussi je dirais, une menace très grande à partir du 12 janvier que nous puissions avoir un vide institutionnel. Là, malheureusement, je crois qu'il faut que le président Martelly reconnaisse ses erreurs et qu'il, n'est-ce pas, prenne des dispositions pour les corriger. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de l'émission. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité, le professeur Rony Desroches. Avec lui, on essaie de jeter un peu de lumière sur le discours présenté, sinon prononcé par le président Michel Martelly vendredi dernier à la tribune de l'ONU. On revient après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit premier nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produit cosmétique, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produit en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Syria, en gros en détail, Etia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en gros en détail, Titoni, en gros en détail, en gros en détail, depuis ces produits de qualité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix, depuis ces cailles Titoni, produits pas expiré, marché Titoni, n'a besoin tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité ce matin, le professeur Rony Desroches. Professeur, à la tribune de l'ONU, le président Michel Martelly, on l'avait dit, a présenté une Haïti qui avance, une Haïti où les progrès sont indéniables, mais le président avait le courage de dire que le hic reste les élections. Il
il a pris l'engagement de réaliser les élections au plus vite. Est-ce que vous estimez qu'il y aura des élections en Haïti en 2014? Bon, quand on considère le temps qui nous reste, nous sommes aujourd'hui pratiquement à la fin du mois de septembre. Ça veut dire qu'il reste tout juste 3 mois. Ça va être extrêmement difficile qu'on ait même le premier tour au cours de l'année 2014. Le CEP l'a fait savoir, il faut compter entre 5 et 6 mois pour que l'on puisse avoir les élections. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous devons faire notre deuil des élections. Cependant, ce que je souhaite, ce que j'espère ardemment, c'est que nous puissions au moins lancer le processus électoral sérieusement. Quand je dis lancer le processus électoral, que le CEP puisse disposer de la loi électorale pour vraiment enclencher le processus. Bon, je vois que les BED... Alors, lancer le processus en 2014. Lancer au moins en 2014, bien sûr. Les BED sont déjà en place, bon, même s'il y a quelques petites contestations. Les BEC, apparemment, il semble que ce week-end, on a sorti la liste, n'est-ce pas, de ceux qui ont été choisis pour les BEC. Ce sont des dispositions importantes. Maintenant, je pense que s'ils ont la loi électorale, eh bien, peut-être que le processus peut être enclenché, mais nous savons que ceci dépend en quelque sorte du résultat des dialogues, des négociations, des consultations que le président a lancées. Tout à fait. J'allais vous demander, en tant que partie prenante, sinon l'une des premières personnalités que le président a rencontrées depuis le lancement des consultations au Palais national, est-ce que vous pensez de ces consultations peuvent sortir ce lancement du processus électoral dont vous évoquez? Bon, je crois que certainement les consultations sont utiles, contrairement à ce que certaines personnes disent ou pensent, parce que, bon, je crois que tous ceux qui ont pu rencontrer le président de la République ont donné des suggestions, des conseils, etc. Et je crois qu'il y a un certain nombre de recommandations qui, si elles sont mises à exécution, pourraient faciliter les choses. Cependant, je crois que la partie la plus importante, c'est véritablement les négociations avec l'opposition. L'opposition, surtout l'opposition dure, radicale, constituée par les 6 sénateurs, constituée par, n'est-ce pas, le MOPOD, et par un groupe de 6 partis politiques, etc. Je crois que c'est là qu'il faudra quand même que le dialogue s'approfondisse, qu'il puisse y avoir des concessions de part et d'autre, n'est-ce pas, que chacun ne tire pas la corde raide de son côté pour avoir tous les avantages de son côté, mais que l'on puisse trouver un compromis, je dirais même historique, pour permettre, n'est-ce pas, à ce pays d'avancer. Parce que tant qu'on ne résout pas le problème des élections, c'est-à-dire le problème, n'est-ce pas, du renouvellement du personnel politique, eh bien, même le développement économique de ce pays, n'est-ce pas, sera en quelque sorte compromis, paralysé. Tout à fait. C'est aujourd'hui que le président doit revenir au pays après sa participation à la 69e Assemblée générale de l'ONU. Le président doit reprendre le processus de consultation et l'invitation a été faite au MOPOD pour ce 30 septembre, mais le mouvement radical de l'opposition a déclaré qu'il n'entend plus, qu'il n'entend pas s'asseoir avec le président de la République. Et hier, à l'issue d'une émission radiophonique, j'ai entendu un professeur, un universitaire, dire que c'est la preuve d'une irrévérence, d'un non-respect pour la présidence, la fonction du président de la République, de refuser l'invitation d'un président. Et c'est très mauvais pour le pays, a dit ce professeur. Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, personnellement, je pense que c'est une erreur. Bon, c'est mon appréciation de la part du MOPOD de refuser, n'est-ce pas, de répondre à l'invitation du président de la République. Pour moi, quels que soient les reproches que l'on puisse faire à M. Barthélémy,
il est aujourd'hui le président de la République. C'est lui qui nous représente dans les plus hautes instances, n'est-ce pas, de notre planète. Nous devons, comme vous l'avez dit, à la fonction, n'est-ce pas, qu'il représente, un certain respect. Donc je pense que ce que j'ai entendu jusqu'à présent de la part de personnes comme Mme Maniga ou d'autres, c'est que le MOPOD était prêt à participer à des négociations. Je pense que s'il y a, surtout que le pays traverse une crise importante, surtout qu'il y a une menace, je dirais, pour les institutions de ce pays très sérieuse et très grave à partir du 12 janvier, je crois qu'il faut répondre à une telle invitation, ne serait-ce que pour dire au président, voici nos exigences pour, n'est-ce pas, un véritable dialogue. C'est vrai que ce n'est pas une question d'avoir une consultation. Je pense qu'eux, ils ont droit à des négociations puisqu'ils représentent l'opposition, mais je crois qu'ils doivent répondre, ne serait-ce que pour remettre au président de la République un mémo, n'est-ce pas, une note, et pour lui dire de vive voix, n'est-ce pas, ce qu'ils attendent. Parce que quand même, encore une fois, M. Martelly a été aux urnes, il a été élu pour 5 ans, n'est-ce pas? Donc, je crois qu'il faut respecter ce mandat, parce que moi, personnellement, je suis pour que nous consolidions le processus démocratique. Il ne faut pas à chaque fois que nous revenions à la case de départ, n'est-ce pas, que nous ne tenions pas compte, n'est-ce pas, des prescrits constitutionnels. Il faut respecter les prescrits constitutionnels. Maintenant, c'est tout à fait le droit de l'opposition de réclamer des élections honnêtes, des élections crédibles, des élections démocratiques, de réclamer un environnement électoral plus ou moins correct, sain, acceptable, avec de la sécurité, et que l'appareil de l'État, la justice, la police ne soient pas utilisés au profit de tel ou tel parti. C'est leur droit de réclamer ça, mais il faut qu'ils se préparent à aller aux élections pour gagner s'ils le peuvent, n'est-ce pas? C'est leur droit, et je pense que la meilleure façon de faire échec, en quelque sorte, enfin à la présidence de M. Martelly, eh bien, c'est de gagner la présidence et de faire mieux que lui, n'est-ce pas, et non pas de refuser de participer à un dialogue ou à des négociations. Tout à fait. Le MOPOD a boudé l'invitation faite par le président pour ce 30 septembre, mais toujours est-il que le mouvement se dit prêt à négocier avec le président. Mais ce sont des négociations pour demander au président de quitter le pouvoir. C'est négocier le départ du président. Voilà ce que veut le MOPOD aujourd'hui. Comment voyez-vous cette attitude? Je ne sais pas si c'est la bonne interprétation. Enfin, moi, j'ai entendu certaines personnes, comme Mme Maniga, qui est du MOPOD, dire que tout doit être sur la table. D'accord? Bon, naturellement, on sait que quand on va dans les négociations, on demande le maximum, n'est-ce pas? Maintenant, au cours des négociations, on peut arriver à un compromis, on peut ne pas obtenir le maximum, on obtient quelque chose, n'est-ce pas? Comme nous l'avons dit, gagnant-gagnant, où chacun fait des compromis. Alors, si vous permettez, professeur, oui, il y a un contraste, il y a une oui, contradiction. Oui. Si le MOPOD veut négocier avec le président, pourquoi, je me pose la question, comme beaucoup d'autres personnes auraient pu se la poser, pourquoi samedi dernier, la branche nord du MOPOD était dans les rues pour réclamer le départ du président? Là, il y a contradiction. Bon, écoutez, là, nous sommes en politique. Naturellement, il y a aussi les pressions. Parce que dites-vous bien que qu'est-ce qui va porter le président Martelly à faire des concessions? Ce n'est pas simplement pour les beaux yeux, n'est-ce pas, les gens du MOPOD. Il va accepter de s'asseoir, il va accepter de faire des concessions dans la mesure où il sent que la fin de son mandat est quelque part mise en question. Et s'il sent que la stabilité, n'est-ce pas, politique du pays est mise en question, s'il y a des manifestations, etc., c'est tout ça qui va le porter à faire. Donc, on peut comprendre que d'un côté, il fasse des manifestations et que de l'autre, il vienne négocier. C'est comme quand il y a, n'est-ce pas, une guerre,
parfois la guerre continue, les armes, n'est-ce pas, tonnent, chantent, etc. Et puis les diplomates s'asseyent pour trouver une solution, n'est-ce pas, pour un accord de paix. Vous comprenez? Donc ça c'est la politique. Pour faire de la politique, il faut avoir plusieurs fers au feu, n'est-ce pas? La mobilisation, mais aussi le dialogue. Ceci, il faut l'accepter. Et mais ce que j'espère, c'est que la solution ne sera pas trouvée dans la rue, la solution ne sera pas trouvée, n'est-ce pas, dans la violence, mais la solution pourrait être trouvée autour d'une table de négociation. Nous sommes arrivés au terme de l'émission, mais il y a une question cruciale avant d'y mettre un terme. Le Premier ministre, Laurent Lamotte, l'a dit dans une interview accordée à l'agence américaine Associated Press que après le 12 janvier, le groupe des 6 ne pourra plus constituer un élément de blocage pour le processus électoral. N'est-ce pas là une menace voilée? Parce qu'aujourd'hui, il est question que le président, on évoque la question que le président va diriger le pays par décret et le président lui-même, après la question d'un journaliste, répondant à la question d'un journaliste, s'est dit prêt à le faire si la situation se présente comme celle-là. Bon, ce qu'il faut rappeler, c'est que la constitution du pays ne permet pas au président Martelly et à aucun président de la République de gouverner par décret. Il y a une architecture de l'État haïtien qui, selon la Constitution, la souveraineté du pays est déléguée à 3 pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Aucun des 2 pouvoirs n'a l'autorité d'usurper les attributions de l'autre pouvoir. Donc, si l'État haïtien doit fonctionner, il faut que les 3 pouvoirs soient en place. Le président Martelly ne peut pas fonctionner seul, l'exécutif ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un parlement, parce que le Premier ministre lui-même est une émanation en partie du Parlement. Donc, c'est une situation difficile si jamais, n'est-ce pas, ça arrive le 12 janvier. C'est pour cela qu'il est urgent de trouver un compromis, de trouver une solution, de trouver un accord politique, et des propositions sont sur la table, en particulier la proposition de permettre à la 49e législature d'aller jusqu'au 15 avril, qui est, n'est-ce pas, la date de leur prise de fonction. Et pendant ce moment, il est possible de trouver une solution. Il est possible, n'est-ce pas, de trouver un arrangement, un compromis politique pour que les élections aient lieu. Tout à fait. Merci, professeur, d'avoir répondu à cette invitation, à l'invitation de ce matin, et bonne journée sur Métropole. Merci à vous et merci pour l'invitation. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous ce matin, c'était le professeur Rony Desroches de l'ISC, qui est l'initiative de la société civile, donc un représentant de la société civile qui est partie prenante du processus de consultation entamé par le président Michel Martelly, processus qui doit reprendre demain. Restez sur Métropole et bonne journée. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.